Donc, il est 20h30, je présume. Donc, on va commencer l'intervention. Je vous présente déjà le programme. Et puis, je dédie avant toute chose cette soirée pour la guérison de Yael Chaya Bat Malka. Vous savez que dans les milieux chassidiques, Rashi et l'étude de son œuvre est connue pour être un remède, une ségoula pour la guérison. Donc, nous lui souhaitons une guérison prompte et rapide. Le programme de ce soir, déjà, je suis ravi de vous retrouver pour la 918e Hibula de Rachi. Et vous savez que ce soir, on est le 29 Tammuz de l'année 5783, une année particulière, une année puissance 7, une année du rassemblement, l'année à laquelle. Donc, autant dire que l'événement de ce soir a une particularité très grande. Je dois vous dire que cette année, j'étais très affairé et je ne pensais pas pouvoir être présent et organiser cet événement. Mais puis après, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer au soir du 29 Tammuz quand je n'aurai rien organisé? Que va dire Rachi, puisque nous avons désormais l'habitude depuis quelques années de célébrer la Iloula de Rachi à travers le Zoom et avec Menorah Live. Et je remercie encore une fois toute l'organisation de Menorah Live pour cet événement. Et puis, je vous présente le programme de ce soir. Donc, en premier lieu, j'interviendrai sur un thème qui s'intitule L'incroyable humilité de Rachi à travers son œuvre. Donc, de maintenant jusqu'à 21h. À 21h, nous aurons le plaisir de recevoir Rabbi Shabtai Cohen, donc, qui est un auteur et conférencier bien connu, un auteur notamment de la biographie du Rabbi de Nikolaïev à Brooklyn, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, un classique parmi les biographies du Rabbi en langue française. Et lui nous parlera des Laazé Rashi, donc des glosses de Rashi en français. Donc son intervention durera une demi-heure, de 21h à 21h30. Et puis après, nous aurons le plaisir de recevoir Rav Benjamin Bitton, l'émissaire du Rabbi à Vancouver, et puis aussi directeur de l'Institut Tfunot. Et il nous donnera une intervention sur le vin de la Torah et une façon de regarder la manière dont Rashi cite les sources et particulièrement le travail que fait Rashi dans le commentaire de la Torah quand il cite un auteur. Nous verrons tout à l'heure. Je vous invite à rester jusqu'au bout et vous verrez, ça sera quelque chose de passionnant. Pour l'heure, je commence avec ce que j'annonçais tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'humilité de Rachi à travers son œuvre, en rappelant que le 29 Tammuz est une date que l'on connaît notamment dans nos livres anciens. Elle est rapportée et on dit que Rachi nous a quittés donc cette veille de Rosh Chodesh Av, et notamment on la retrouve dans des manuscrits très très anciens, particulièrement le manuscrit de Parme qui date de l'année 1306, environ 1 à 2 siècles après la mort de Rachi. Et à la fin de ce manuscrit, il est dit que, sans doute écrit par un scribe, que Rachi nous a quittés un jeudi de l'année 4865, donc un 29 Tammuz. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on est le 918e anniversaire de ce moment. Et c'est ainsi que d'année en année, nous célébrons l'Aïloula, et c'est de cette façon que nous avons la tradition d'identifier le jour où Rachi nous a quittés. Cela est dit, maintenant, nous pouvons maintenant regarder un petit peu les éléments qui ressortent à travers l'œuvre de Rachi, parce que quand on regarde cet auteur,
il y a quelque chose qui nous frappe, et je pense qu'on a tous, à un moment ou un autre, été confrontés à son œuvre, que ce soit le commentaire de Rachi sur la Torah, que ce soit son commentaire sur la Bible, son commentaire sur le Talmud, peut-être aussi ses poésies, peut-être aussi ses responsables. En tout cas, on est frappé par le trait de caractère qui ressort de ses écrits. On y voit et on observe une humilité extrême. Et j'avais envie ce soir de partager avec vous ce trait de caractère pour être inspiré dans notre époque, une époque où aujourd'hui où on a l'intelligence artificielle, où il y a des perspectives nouvelles et folles qui s'ouvrent devant nous, Et aujourd'hui, il est bon d'être inspiré par l'extrême humilité de Rachi, qui est un savant dont le savoir encore nous étonne aujourd'hui et qui nous permet, nous, quand on étudie, d'être inspiré par sa façon d'être, sa façon d'expliquer, sa façon de transmettre et sa façon de nous expliquer. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous faire un exercice très visuel avec vous et partager quelques documents parce qu'il ne suffit pas de rapporter l'humilité de Rachid, si je veux la constater avec vous. Et donc, parce qu'elle est tellement incroyable, elle est tellement invraisemblable qu'il faut la regarder, la constater de visu. Et puis, nous essayerons de voir, à travers cette leçon d'inspiration, qu'est-ce que le rabbi fait avec cette humilité. Et nous verrons tout à l'heure que grâce à cette humilité, il résout un débat de plusieurs siècles entre les connaisseurs de Rachi, les experts et les commentateurs de Rachi. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons déjà commencer à regarder au travers de son œuvre son humilité et puis nous verrons par la suite qu'est-ce que le rabbi fait de cette leçon d'humilité. Alors, je vais partager avec vous quelques documents. Voilà, j'espère que vous visualisez. Et je vais commencer déjà avec euh, le traité Gittin, donc à la page 59, donc dans son commentaire du Talmud, à la page 59a, on a un commentaire de Rachi qui est tout à fait unique. Et on va observer ensemble que, avec beaucoup de déférence, il évoque ses maîtres. Et c'est le seul endroit dans le Talmud où il évoque ces trois maîtres ensemble, à savoir dans ce qui est surligné, Kahamar Mori Azaken, ou Mori Rabbi Yitzhak Ben Yehuda, et un peu plus loin, Mori Rabbi Yitzhak Alevi. Voilà ici cité les trois maîtres principaux de Rashi. Mori Azaken, c'est-à-dire mon maître le sage, le vieux, il s'agit de Rabbi Yaakov Ben Yaka. Mori Rabbi Yitzhak Ben Yehuda, donc le second maître de Rashi, Rabbi Yitzhak Ben Yehuda, et puis Mori Rabbi Yitzhak à Lévi, le troisième maître, et il s'agit des trois maîtres principaux de Rashi avec lesquels il a étudié. Et dans un autre endroit, il dira plus tard, avec beaucoup de déférence, que si nous abandonnons ces maîtres, nous abandonnons la vie. Et on voit d'emblée combien Rachid se situe par rapport à une transmission, par rapport à ce qu'il a reçu de ses maîtres, et il n'hésite pas à chaque fois à les mettre en valeur et à les citer quand c'est pertinent de les citer. Voilà, ça c'était pour un premier document qui est tout à fait spécial. Donc retenez, c'est dans le traité Gittin 59A. Et ici, on voit Rachid citer ces trois maîtres ensemble. Ensuite, nous avons au traité Avodazara, à la page 75A, aussi un témoignage tout à fait spécial. C'est Rachid qui cite son père. Alors, vous savez qu'il y a toute une discussion chez les experts de Rachid pour savoir est-ce que le père de Rachid était érudit, est-ce que il est cité par Rachid quelque part. On a la tradition, enfin, il y a une tradition qui veut que le premier Rachid de la Torah, Rabbi Yitzhak, Rachid fait référence à son père. Alors, ce n'est pas exactement une bonne traduction parce que le Rav Yitzhak qui est cité dans le premier Rachid de la Torah
est un sage du Midrash. On peut tout au plus voir une allusion à son père, puisque son père s'appelait Rabbi Yitzhak. Par contre, dans le commentaire du Talmud, à la page 75a, vous voyez ici, surligné ici, en rouge, au milieu de la page, Lachon Abba Mori Menuchato Kavod. Et ici, il cite son père en disant, ceci est le langage de mon père, mon maître, et que son âme soit bénie. Ici, on apprend plusieurs choses. Donc, on apprend que son père était son maître. Et donc, on a un indice spécial pour comprendre que le père de Rachi a enseigné la Torah à son fils, et au point où il est cité ici dans le traité Avodazara à la page 75a. Donc là, encore une fois, la révérence de Rachi vis-à-vis de ceux qui l'ont précédé. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait un rapport tout particulier avec ses maîtres. Et ici, quand il faut le faire, il cite son père. Voilà. Donc ensuite, on va aller crescendo dans ces éléments d'humilité qu'on décèle au fil de l'eau dans l'œuvre de Rachi. Ici, vous avez ici dans le traité Baba Metzia 108b quelque chose de tout à fait remarquable, surligné en jaune. Et là, Rachi nous dit Va'ani lodidakti ba mipi rabenu kol tzorki. Et il dit ici, et il reconnaît que sur un sujet, le sujet en question qui est traité dans cette page de Baba Metzia 108b, il reconnaît ne pas avoir suffisamment étudié le sujet. Et ça, on est en plein dans la caractéristique de l'œuvre de Rachi, qui est faite d'humilité et de modestie extrême. Et il n'hésite pas, quand il le faut, et quand il ne reconnaît pas bien un sujet, à le dire. Et cette référence est tout à fait remarquable en soi. On peut encore voir, et je ne pourrais pas vous donner beaucoup encore de visuels parce que le temps va passer et puis je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ce que je veux vous démontrer ce soir. Mais en tout cas, on peut voir ailleurs dans le Talmud, notamment dans Choulin, à la page 116b, que Rachid dit carrément qu'il s'est trompé. Alors voilà un Rashi, le maître par excellence, le maître le plus populaire du Talmud et de la Bible, qui depuis qu'il a écrit ses commentaires est étudié par tout le monde, par les plus grands et par les plus petits. Voilà que Rashi n'hésite pas à nous dire dans son œuvre qu'il peut se tromper. Et on pourra voir aussi dans ses responsables plusieurs fois qu'il le dit, il le répète, qu'il s'est trompé, qu'il a changé d'avis. Et on peut même remarquer à certains endroits qu'il se range carrément à l'avis de ses disciples et de ses élèves en reconnaissant qu'ils avaient raison. Donc voilà, tout à fait quelque chose de remarquable encore dans le cadre de l'humilité que l'on voit de Rachi. Et d'une manière générale, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans sa correspondance, il est toujours prévenant avec ses pairs. Et dans les responsables, on peut voir qu'il juge toujours positivement, il est toujours affable, il voit toujours les choses du bon côté et il n'hésite pas à rattraper les erreurs ou à voir les choses de manière bienveillante quand il le faut, bien que parfois, il n'hésite pas à dire les choses, à rappeler à l'ordre quand il le faut. Et même avec, parfois pour ses maîtres, tout à l'heure on a commencé avec ses maîtres, parfois il peut même s'opposer à l'avis de ses maîtres de manière très virulente et de manière très vigoureuse. Mais comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir à la fois une humilité et cette humilité, elle peut être aussi parfois faire preuve de fermeté dans un avis, dans une opinion. Mais en tout cas, la caractéristique générale de Rachi et dans son œuvre, c'est cette modestie qui le caractérise. Nous voyons que maintenant, on arrive au cœur de ce qui peut être le plus saillant dans son œuvre,
c'est les fois et les occurrences où il avoue ne pas savoir. Vous savez qu'il y a à peu près une trentaine de fois où dans le Talmud, Rachi reconnaît ne pas savoir. Et puis, dans cet ordre de grandeur aussi dans la Bible. Et ce qui va nous intéresser maintenant, et c'est à partir de ça qu'on va entrer dans le mode opératoire de ce que je vous annonçais tout à l'heure par rapport à ce que fait le rabbi de cette humilité. Et je vais maintenant partager avec vous un document qui est en fait la première page du Likutei Sichot, où les exposés de Rachi sont abordés, à savoir le tome 5. Et alors, cette première page est un masterpiece. Elle devrait normalement être typiquée sur chaque ligne, chaque mot et chaque note. Je ne vais pas avoir le temps de le faire avec vous ce soir, mais juste l'occasion de vous montrer comment Rachi va travailler sur ces je ne sais pas de Rachi, et spécialement à travers ces je ne sais pas qui sont disséminés dans le Pentateuque, dans le Chumash. Alors, vous avez ici une très belle note que j'agrandis, ou plutôt une sous-note, où le rabbi cite les Réchoumé Réchimot, les Rochemé Réchimot, excusez-moi, ceux qui ont eu l'habitude de prendre des notes et de regarder dans le commentaire de Rachi pour voir à combien de fois Rachi dit cette expression, combien de fois il a dit je ne sais pas, combien de fois il a dit telle formule, combien de fois il s'exprime de telle façon, combien de fois il s'exprime de telle autre façon. Et ici, nous avons une note remarquable qui est toute petite, qui est une sous-note. Et ici, on a ici toutes les occurrences où Rachid dit je ne sais pas dans la Torah. Et ici, on peut voir qu'elles sont un peu disséminées partout. On en a dans chaque livre finalement. On en a dans le livre de Bereshit, on en a dans le livre de Shemot, on en a dans le livre de Vaïkra, Bamidbar et Devarim, avec plusieurs catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà, je vous ai livré la référence. N'hésitez pas à revenir sur cette première page, la disséquer et l'analyser. Vous verrez, il y a des choses absolument remarquables dans cette première page. Ce que je voudrais dire à propos de ces je ne sais pas, c'est évoquer à ce stade les petits-fils de Rachi, Rabbeinu Tam et Rashbam. Et parce que, vous le savez, c'est des petits-fils qui ont beaucoup discuté le travail de leur père, de leur grand-père, chacun dans son domaine. On sait que Rabbeinu Tam, on le sait, a beaucoup discuté son grand-père dans le domaine du Talmud, et Rashbam a beaucoup discuté les avis de son grand-père dans le commentaire de la Torah. Et alors, à propos de ce, je ne sais pas, vous avez donc Rashbam qui nous évoque dans son commentaire une explication tout à fait savoureuse. Alors, je la partage avec vous, je prends le temps de la partager avec vous, rapidement quand même. Vous voyez ici, au chapitre 35, verset 13 de la Genèse, il est marqué Vayal me'alav Elokim bamakom asher diber ito. Il s'agit de Yaakov qui vient de recevoir une inspiration prophétique qui était donc en connexion avec Dieu. Et là, on nous dit que Dieu est parti de l'endroit dans lequel il lui avait parlé. Et alors, ici, vous avez une de ces fois où Rachid dit Bamakom asher diber ito. Eni Yodea Mamelamedenu. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que cela peut signifier. Et vous voyez juste en dessous le commentaire de Rashbam. Alors, pour l'anecdote, j'ai dû déjà le répéter dans certaines interventions l'année dernière ou il y a 2 ans. Le commentaire de Rashbam a été publié que très récemment en regard du commentaire de Rashi. Rashi a été tout de suite extrêmement populaire. Il a circulé dès le XIIe siècle dans les milieux juifs et avec une diffusion extraordinaire au moment du XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et si bien que aujourd'hui, les manuscrits que l'on détient le plus dans les bibliothèques
il s'agit du commentaire de Rachi. On en a aujourd'hui à peu près 200. En comparaison, le commentaire de Rabbi Abraham Ben Ezra, qui est un commentaire classique, qui est populaire, on en détient à peu près 40 exemplaires manuscrits ou imprimés de l'époque, des anciennes époques. Et en regard du commentaire de Ibn Ezra ou de Rachi, nous avons un seul exemplaire du commentaire de Rashbam, et il a été publié que tardivement, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les milieux d'études, on regarde le commentaire de Rashbam, il faut réaliser que ce commentaire a été publié très, très tardivement. Et sachez qu'aujourd'hui, même le manuscrit, la version éditée que l'on avait du commentaire de Rashbam n'existe plus aujourd'hui. Il a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, heureusement qu'il a été imprimé auparavant, parce que sinon, aujourd'hui, nous n'aurions plus à disposition le commentaire de Rashbam. En tout cas, ici, vous pouvez remarquer que, ici, avec beaucoup d'aisance, Rashbam donne une explication. Et il dit que Bemakom Asher Diberito, à l'endroit où il lui avait parlé, c'est marqué Kama Peamim Neemar Lachonze, Baparachazo, les fichaya Mamakom Beemsa Aderachim Vencham Ir. Le Rashbam nous dit que pourquoi il est dit dans le verset à l'endroit où il lui avait parlé, c'est totalement inutile. Eh ben, c'est juste pour nous dire qu'il n'y a pas de référence géographique parce qu'il n'y a pas de ville. Donc l'écriture est obligée de dire à chaque fois, quand il n'y a pas une référence géographique d'une ville, de dire à l'endroit où il lui avait parlé. Et donc voilà, on a un contrat tout à fait extraordinaire entre le petit-fils, Rashbam qui donne une explication, et Rachid qui n'en donne pas. Et donc, rappelons ce que dit Rabbeinu Tam, donc le petit frère de Rashbam, à propos du commentaire de son grand-père. Il dit la chose suivante. La chose est connue, j'en ai beaucoup parlé et puis elle est diffusée partout dans les écrits. Le Rabbi Noutam a dit un commentaire comme celui de mon grand-père sur le Talmud, je peux le faire, mais un commentaire comme celui de mon grand-père sur Rachi, sur la Torah, ça, c'est pas dans mes possibilités. Et alors, donc, du coup, on va essayer de voir un petit peu pourquoi aujourd'hui c'est tellement incroyable de parler du commentaire de Rachi sur la Torah. Vous savez que Maran Rida, dans Shem HaGedolim, dit que Rachi, avant de faire son commentaire de la Torah, a réalisé 613 jeûnes. Et alors, du coup, on sait combien il est populaire, mais ce soir, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire dans cette première page. Et donc, du coup, je reviens sur la première page du Likutei Sirot, comment le rabbi travaille à partir d'une déclaration de Rachi, puis qu'il va coupler à l'humilité de Rachi pour en faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, vous savez qu'une des caractéristiques principales dans le commentaire de Rachi, c'est que sur la Torah, c'est que Rachi donne dès le départ, quasiment dès le départ, et qui va le répéter plusieurs fois dans son commentaire, la vocation de son œuvre. Il dit Vani lo bati el alipshuto meshel mikra. Je suis venu que pour expliquer le sens premier des versets, et c'est ainsi que Rachid nous explique pourquoi il est venu écrire ce commentaire et nous le transmettre. Et seulement voilà, depuis que Rachid a écrit cela, depuis des siècles, Rachid est commenté. Rachid est le commentaire sans doute le plus commenté. Et les commentateurs qui sont venus après lui pour essayer de comprendre son œuvre ont beaucoup discuté pour comprendre finalement quelle était la vocation de son travail. Alors, c'est vrai que là, on voit de manière très claire que Rachi est venu et a explicité le propos de son travail, la vocation de son œuvre. Pourtant, avec le temps, c'est quelque chose qui s'est beaucoup embrouillé. Et pour la raison suivante, c'est parce que si vous observez dans le commentaire de la Torah de Rachi, il use beaucoup de Haggadot, beaucoup de récits tirés du Midrash, du Talmud, si bien qu'on ne sait pas toujours si Rachi vient éclairer le sens premier des versets. Et donc, du coup, ça a emmené tous les grands commentateurs de Rachi, parmi les plus savants, parmi les plus célèbres, parmi les plus pointus, à discuter pourquoi Rachi est venu avec son œuvre et quel est le sens de son œuvre. On a par exemple le rabbi Eliaou Mizrahi qui dit que Rachi est venu pour le pshat
mais quand il y a des explications belles à raconter qui sont issues de la Haggadah, eh ben, il les rapporte. Nous avons par exemple le Maskilé David qui dit oui, bon, il est venu pour le pshat, il est venu pour le sens premier des versets, mais quand il ne peut pas faire autrement, eh ben, il rapporte le drash, il rapporte des récits de la Haggadah. Et puis nous avons notamment aussi une opinion très extrême et la plus originale, celle du Sefer Hazikaron, Rabbi Abraham Vakrat, qui dit, vous savez quoi, Rashi n'est venu que pour expliquer la Haggadah, pour expliquer le drash. Et voilà, avec de manière très synthétique, beaucoup de nuances qui sont apportées par les commentateurs de Rashi pour finalement dire, le Rashi, alors qu'il avait explicité la vocation de son œuvre, avec le temps, cette formule qu'il a insérée dans son commentaire n'est pas comprise par tout le monde de la manière, on va dire, la plus littérale. Alors, le rabbi va venir, et c'est là qui va révolutionner la compréhension de cet objectif, de cette affirmation, en expliquant que Rashi est venu pour le sens littéral d'un bout à l'autre de son œuvre, et même quand il rapporte des récits de Haggadah qui sont tirés du Midrash ou du Talmud, ils sont là que pour expliciter et être au service du Pshat. Et alors, comment le rabbi va le démontrer? Il va le démontrer avec l'humilité de Rashi. Et c'est là où ça devient très intéressant et passionnant, c'est que le rabbi, ici, dans une note, la note 2, à la flèche Yetera Miso, je n'ai pas le temps de voir avec vous tout ce qui est au-dessus, mais en tout cas, je vous invite à le faire. Ici, il rapporte quelque chose d'absolument remarquable. Il rapporte que parfois, quand Rashi dit je ne sais pas, quand Rashi dit je ne sais pas dans son commentaire de la Torah, il livre une explication dans son commentaire du Talmud. Et notamment, c'est le cas à propos d'un mot dans le livre de Shemot, un mot qui est employé à propos de la terouma, le prélèvement agricole que l'on donne au Kohen, le mot déma qui veut dire habituellement, c'est le sens habituel du mot déma, c'est une larme. Et là, il est employé ici par la Torah pour parler de la terouma, c'est-à-dire ce prélèvement agricole. Et là, Rachid nous avoue dans son commentaire de la Torah, vous pourrez vérifier sur place, c'est au chapitre 22, verset 28, dans l'Exode, que Rachid dit, je ne sais pas pourquoi la Torah a employé ce terme qu'il n'a pas l'habitude d'employer. Eh bien, vous irez dans le commentaire, et là, c'est ce que nous dit le rabbi dans cette sous-note. Il nous fait remarquer que si vous allez dans le traité Temura, il y a à la page 4a le commentaire de Rashi qui nous explique le sens de ce mot. Et le rabbi s'étonne et il dit, bon, mais finalement, on a d'un côté Rashi dans la Torah qui nous dit « je ne sais pas », de l'autre côté, dans le Talmud Rashi qui nous donne une explication. Comment expliquer cette contradiction apparente? Eh bien, c'est très simple. La contradiction, elle est apparente, se résout par le fait qu'il faut avoir en tête précisément la vocation que Rashi a définie dans son œuvre sur la Torah, celle qu'on a rapportée tout à l'heure. Vani lobati la lipshuto shel mikra. Je ne suis venu que pour expliquer le pshat de la Torah, le sens premier des versets. Et c'est pour ça que dans ce contexte, il ne sait pas comment expliquer l'emploi du mot déma dans la Torah. Par contre, dans le Talmud, qui vise un tout autre objectif, on est dans la vidée des maîtres du Talmud. C'est l'objectif dans le Talmud, c'est d'expliquer le drash, c'est-à-dire le troisième niveau de la Torah, le sens analytique. On n'est plus du tout dans le sens, l'explication du sens premier et le sens littéral des versets. Et alors, dans le cadre de ce drash, il livre une explication du mot déma qui ici a un sens qui le fait dériver du mot interdiction. Je ne vais pas m'étendre plus sur le contraste de cette explication. En tout cas, ici, grâce à un je ne sais pas de Rashi dans la Torah, et contrasté avec une explication qui est livrée dans son commentaire du Talmud, nous avons tout de suite la preuve que Rashi est venu expliciter dans son œuvre de la Torah et expliquer les difficultés qui sont liées au pshat. Et de cette manière, quand Rashi nous dit « je ne sais pas », le rabbi va encore plus loin. Et il nous dit pas seulement que ça veut dire qu'il s'est occupé de venir expliciter le sens littéral des versets,
c'est que Rachi est en train de nous signaler, quand il dit je ne sais pas, que partout ailleurs, il a répondu. Et ça veut dire que finalement, ça fait de l'œuvre du commentaire de Rachi sur la Torah une œuvre exhaustive, une œuvre qui vient répondre à toutes les difficultés du sens premier des versets dans la Torah. Et là, on rentre dans une autre dimension qui est tout à fait nouvelle, qui révolutionne toute la compréhension que l'on avait sur l'œuvre de Rachi, parce que jusqu'à ce que le rabbi vienne expliquer ça, on n'avait pas forcément idée que quand Rachi dit je ne sais pas, c'était une preuve que finalement son commentaire venait expliquer toutes les difficultés du sens littéral de la Torah. Tout au plus, dans l'approche classique, on disait, regarde, Rachi dit je ne sais pas, c'est une preuve de son humilité, apprendre de l'humilité de Rachi. Un peu plus, on aurait pu dire, regarde, toi qui enseignes, toi qui transmets, apprends de Rachi, sois modeste, quand tu ne sais pas, dis-le à tes élèves, dis-le à ceux qui tu en transmets. Mais encore là, on est dans une règle et une leçon d'inspiration d'ordre éthique et qui est liée au chemin de notre vie. Mais ça va beaucoup plus loin dans le cadre de l'étude, c'est qu'on comprend finalement que quand Rachi dit je ne sais pas, il nous a révélé par là qu'il est venu expliquer toutes les difficultés du commentaire liées au sens littéral, au point où quand il ne sait pas l'expliquer, il est obligé de le dire. Et donc, le commentaire de Rachi devient une œuvre qui est liée au tout. Le tout, c'est-à-dire Anassi ou Akol, Rachi avait ce sens précis qui le caractérisait d'être lié à tout un chacun d'Israël. Il était lié autant à l'érudit qu'à l'enfant qui entre au cheder. Et c'est dans cet esprit qu'il a conçu et rédigé son œuvre. Une œuvre qui n'est pas faite juste pour un milieu et certains cercles d'études d'érudits ou d'experts. Le commentaire de Rachi, c'est un commentaire qui est lié à tout un chacun. Et c'est comme cela qu'il a rédigé son commentaire. Et c'est comme cela que le rabbi, dans sa compréhension et son approche du commentaire de la Torah, le comprend. Et c'est comme si le rabbi nous redonnait et nous restituait l'authenticité première du commentaire de Rachi, c'est-à-dire un commentaire qui est là et qui a la caractéristique du tout, la caractéristique qui vient s'offrir à tout un chacun. Et donc, la dimension du commentaire, et je finis avec ça parce que j'ai quelques minutes de retard et je m'en excuse auprès de Rav Shavtai Cohen, c'est un commentaire qui devient maintenant fascinant à étudier parce que maintenant qu'à chaque fois que Rachi va expliquer quelque chose, on va savoir que c'est une difficulté qu'il vient relever. Et quand il se tait, et ça, c'est les silences de Rachi, ça veut dire que normalement, il aurait dû dire quelque chose. Et le rabbi a longuement commenté les silences de Rachi pour savoir que quand quelque chose était évident et que Rachi ne le disait pas, pourquoi Rachi se taisait. Et ces silences de Rachi, ils sont sous-tendus par justement le je ne sais pas, par cette humilité de Rachi. Voilà, donc je voulais vous emmener ce soir à travers cette incroyable humilité à faire un tour d'horizon autour de l'œuvre de Rachi pour voir un petit peu quels sont les différents impacts de cette humilité, à la fois sur le plan moral, sur le plan éthique, mais précisément sur le plan de l'étude, qui révolutionne du coup, grâce à l'approche de Rabbi, la vision que l'on pouvait avoir sur ce commentaire. Alors, je finis de partager mes documents et puis le temps de présenter et de donner la parole à Rabbi Shabtai Cohen, une rencontre que j'ai eu l'occasion, une rencontre merveilleuse que j'ai eu l'occasion d'avoir ces derniers mois avec lui, dont j'ai admiré le travail, notamment, je vous le disais tout à l'heure, sa biographie sur le rabbi qui m'a beaucoup marqué. Et donc, je suis vraiment très heureux de lui céder la parole et j'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous dire sur les Azerachit. Rav Shabtai, c'est à vous.
Voilà. Est-ce que, Daniel, je te vois, mais est-ce qu'on me Alors, voit? C'est pas nécessaire qu'on me alors, voie d'ailleurs, hein. Qu'on m'entende, c'est déjà pas mal. non, mais il faut qu'on te voit, c'est important. Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un à la technique pour. Est-ce que Oui, tu as. je suis Ah, là, voilà. Raph Toledano. Ah, Bonsoir, super. c'est Ilana. Bonsoir. Ah, Il faut Ilana. simplement que si vous pouvez me redonner la main en tant que Alors, hôte. qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Alors, il faut cliquer sur moi et puis je vais vous demander la permission. Voilà, c'est bon. Et hop, Et c'est bon? et normalement, j'ai envoyé les notifications Hmm. à Raph Cohen Voilà, pour la caméra. c'est bon. Voilà, on est bon, je pense. OK. Bien, bonsoir à tout le monde. Public féminin et masculin, je vois, plus féminin que masculin, malgré mon horizon limité sur Zoom, je vois tout le monde. Mais en tout cas, je voudrais quand même, après l'éloge de mon ami Daniel, je voudrais quand même vous rappeler, cher public, que Daniel a écrit un excellent livre qui s'appelle L'enfant de 5 ans. Et il a oublié quand même de le noter, c'est que Rachi vient expliquer son sens littéral des versets toraniques du Chumash, d'abord pour un enfant de 5 ans. Et bien sûr, d'autres publics plus férus en connaissances, mais avant tout l'enfant de 5 ans que je vous recommande de lire d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. L'enfant de 5 ans, paru aux éditions, je ne sais plus lequel, il va vous le dire après. Voilà, donc entre les raisins de Provence derrière Daniel et les côtes de l'Atlantique ou de Méditerranée de Tahiti ou d'ailleurs, on n'est pas très loin, hein, Daniel, d'accord? Bon, voilà, c'est le soleil qui brille, quoi. Oui, tout à Euh, fait. Tout à fait. Alors, d'abord, je dois vous dire que quand Daniel, et je le remercie de m'avoir proposé de faire une intervention, et j'ai choisi un petit peu, non pas la va-vite, mais un petit peu sur un coup de folie, je dirais. Je suis un aventurier, donc j'ai dit, tiens, je veux m'intéresser aux gloses françaises, aux explications en français qu'on appelle les laazim, laaz. On le verra tout à l'heure, le sens de laaz. euh, donc, je me suis dit, mais je suis fou de faire ça. J'ai jamais étudié le français de Rachi. Et d'ailleurs, on étudie, les Chabad étudient Rachi chaque jour, comme le rabbi demande, le Chitat, Chumash, Tanya et Tehillim. Et ça fait 53 ans, 54 ans presque que j'étudie Rachi dans le commentaire. Et je ne me suis jamais préoccupé de ces gloses en français. Et voilà que je me lance dans une aventure eh bien, dont je ne regrette pas la décision parce que j'ai découvert que tellement de lacunes de mon ignorance, Daniel. En tout cas, en ce qui concerne notamment les gloses de Rachi en français. Nous sommes le 18 juillet et on est exactement 918 ans où disparaissait celui que le François Sureau reconnaît, un Français, un auteur français, reconnaît comme Rachi comme l'un des premiers écrivains français dans son dernier ouvrage, L'or du temps, paru aux éditions Gallimard. Pour vous dire que Rachi est connu et a été connu au fil des siècles par des juifs autant que de non-juifs. Donc, le français de Rachi, c'est finalement un des plus précieux documents que l'on possède sur l'état réel du français tel qu'il était parlé dans la seconde moitié du XIe siècle et nous est fourni par le rabbin de Troyes qu'on appelle le Champenois en Champagne, à Troyes, exégète et grammairien par excellence, qu'on appelle l'illustre Rachi. C'est évident que la contribution que ces commentaires bibliques et talmudiques apportent à l'étude de l'histoire du français, ainsi que la contribution que le français de Rachi apporte à la formation de l'hébreu moderne, c'est quelque chose d'incommensurable. Mais rappelons quand même que Rachi est connu pour trois grandes œuvres. Ses responsa chez Lot Chuvot, réponse et questions-réponses. Ses commentaires, évidemment, sur le Chumash et le Talmud. Il est moins connu pour ses poèmes liturgiques et prières. En tout cas, au sein des communautés du XIIe siècle, on va faire un retour dans le temps, XIIe et XVe siècle, les gloses. Alors, les gloses, on va expliquer ce que c'est une glose tout à l'heure, mais les gloses de Rachi connurent une période de rayonnement
et furent étudiés et transcrits avec beaucoup de soin par des copistes médiévaux. Nous savons que le moine franciscain Nicolas de Lyre, en 1270-1340, lisait Rachid dans le texte original et qui le citait fréquemment, de même que Martin Luther, vous connaissez le réformiste, qui l'utilisa beaucoup pour sa propre traduction de la Bible. Et cela suivi en cela par, pardon, excusez-moi, ça a été suivi en cela par d'autres érudits de la Réforme. Qu'est-ce que c'est qu'une glose? Une glose, finalement, c'est une notation très concise que contiennent certains manuscrits entre les lignes ou en marge et visant des livres, des lignes, et visant à expliquer au lecteur un mot ou un passage jugé obscur. Ça, c'est la définition de glose. Rachid a intégré dans ses commentaires des gloses en vieux français, retranscrites en caractère hébraïque, et cette retranscription donne une information sur la phonétique autant que sur l'état du français parlé à l'époque, et donc une source philologique pour la vieille langue française. On dénombre, tenez-vous bien, on dénombre 1300 gloses dans la Bible, la Torah, c'est-à-dire le canon biblique, hein. Je parle du canon biblique, pas seulement le Chumash, et 4400 dans le Talmud, soit en tout 5700 insertions gloses dans tous les commentaires. Alors, on appelle l'ahaz, le Rachid dit souvent, l'ahaz, c'est quoi l'ahazim? C'est un mot qui veut dire belaha, ça veut dire de manière, en acrostiche, il le dit souvent, belachon am, zar, dans la langue d'un peuple étranger, c'est-à-dire, il parle ici du français, de son époque. Donc, les lahazim en hébreu, au pluriel de Rachid, c'est un trésor pour connaître le français de son époque, plus quelques mots en dialecte champenois qu'il appelle bilshonenu. Bilshonenu, c'est son dialecte champenois que les gens parlaient à l'époque. Question, pourquoi Rachid a-t-il choisi de rédiger des lahazim en français plutôt qu'en dialecte champenois? Très simple. Rachid est un visionnaire, il a choisi la langue française médiévale de la cour des rois et non son dialecte local. Ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, on va passer à la sémantique de Rachid, les champs sémantiques qui sont nombreux. Et comme beaucoup de savants versés dans l'étude de la Torah, Rachid vivait d'un métier manuel bien précis, à savoir celui de la vigne. C'est un viniculteur. C'est pourquoi on le trouve dans son œuvre de nombreux termes techniques fort intéressants qui, en hébreu de la Mishnah, par exemple, se réfèrent au mode de vinification, au type de pressoir, à la hotte, au mou, M-O-U, circonflexe, T, et à la citerne, etc., la citerne qui recueille le vin ainsi filtré. Alors, les domaines sémantiques sont très variés par les gloses de Rachid. Rachid excelle dans sa connaissance étonnante du français, mais aussi en érudition des corps de métier avec leurs instruments spécifiques. C'est-à-dire, ces gloses reflètent tous les domaines de l'activité des hommes au Moyen-Âge. On y trouve des termes liés à l'agriculture, à l'architecture, à la broderie, à l'habillement, aux activités vinicoles et d'autres agricoles, bien sûr aussi, tissage, tannerie, architecture, batellerie, anatomie humaine et zoologie animale, la lexicologie animale, donc ce qu'on appelle la zoologie, et des noms d'animaux, évidemment, je ne veux pas les citer ici tous. Je note aussi le livre du docteur Ariel Teodano, qui a écrit un livre sur la médecine de Rachid, et il cite beaucoup de termes de médecine, termes médicaux que Rachid emploie. Donc, en définitive, les gloses de Rachid sont donc une source absolument incomparable pour la connaissance du français tel qu'il était au XIe siècle, à un moment où on n'avait pas d'autres sources, presque pas d'autres sources. Pourquoi? Parce que tous les textes étaient encore écrits en latin. Il y a que c'est Rachid, le précurseur, on peut dire, qui a donné une vitalité au français de son époque. Et ce corpus linguistique abondant reflète aussi l'extrême précision technique que requérait l'interprétation de nombreux passages de la Bible et du Talmud, relatifs bien sûr à la vie quotidienne, jusque dans ses moindres détails. Alors, je voudrais maintenant me pencher sur les pionniers qui ont essayé de comprendre Rachid et comprendre les gloses, d'analyser les gloses de Rachid. Alors, on va citer rapidement Arsène
Darmstaedter en 1846-1888. C'est un homme qui a enseigné la littérature française au Moyen-Âge à la Sorbonne, à l'École normale supérieure, et auquel on doit le recensement de l'ensemble de ces gloses, des gloses de Rachy. Bref, c'est un homme important qui a fait un travail considérable. Il en est mort de même, paraît-il, prématurément, à l'âge de 42 ans, il me semble. Il s'est investi tellement qu'il a rendu son âme. Voilà ce que j'ai compris des commentaires que j'ai vus. Et en tout cas, il a été dépouillé le matériel de Londres, d'Oxford et de Cambridge pour rassembler tous ces gloses de Rachy. Mais finalement, Darmstaedter a une idée de génie. Quelle idée de génie? La langue parlée en France, au XIe siècle, a laissé très peu de témoignages écrits. Pourquoi? Parce que rares étaient les gens qui savaient lire et écrire, et ceux qui l'avaient appris n'avaient jamais eu l'idée de rédiger un texte sérieux autrement qu'en latin. Et donc, le travail de Darmstaedter a été complété à sa mort par un autre personnage qui s'appelle Louis Brandin. Je viendrai maintenant au deuxième personnage de Blondheim, un seul mot, Blondheim. Il a fait un livre, Les gloses françaises dans les commentaires de Rachy, en 1929. Cet Américain, David Simon Blondheim, a complété les fiches de Darmstaedter, a publié la liste et fait publier la liste par ordre alphabétique des gloses, issus des traités talmudiques. J'en viens au troisième personnage, plus récent, plus contemporain, le livre du Dayan Gukowski, et son livre s'appelle Targum al-Ahaz, sur le Talmud, essentiellement en anglais, mais il a fait un travail de recherche en langue française, alors qu'il est américain, et il a fait un travail merveilleux. C'est un livre que j'ai sur mon bureau ici, et des mots araméens, paroles alphabétiques, les mots araméens en hébreu, que Rachid traduit en français, etc. Moshe Katan, que je pense que certains le connaissent, il a écrit un livre, Otsar Lahazer Rachid, et l'a mis en France au XIIe siècle. Énorme érudition et connaissance. Et enfin, deux livres que je viens de découvrir il y a à peine une semaine, écrits par le Rav Alain Veil, qui vit en Israël aujourd'hui. Et vous pouvez avoir sur YouTube des conférences de lui, Alain Veil, sur Rachid. Il a écrit deux livres. Quand Rachid parlait français, tome 1 sur le Talmud en 2022 et tome 2 sur le Tanakh, le canon biblique en 2023. Donc deux livres très récents que j'ai sur ma table aussi, que j'ai emprunté pour l'inspiration du moment. Voilà les grands pionniers. Il y en a un autre, un contemporain aussi, Claude Agege, qui a écrit Les gloses de Rachid, le rabbin champenois du XIe siècle, des documents exceptionnels pour l'histoire du français parlé et de l'hébreu. Ensuite, il y a encore, si je ne me trompe pas, il y a encore un autre que je ne vois pas cité ici. Ah si, ici, il y a un autre commentateur qui s'appelle Glanzer, qui a écrit Aspect exégétique des gloses françaises de Rachid. Je m'en suis un petit peu inspiré, évidemment, pour faire cette intervention aujourd'hui, parce que je ne savais rien, pratiquement. J'ai tout découvert en une semaine, et j'ai essayé de... Évidemment, ce n'est pas exhaustif, loin de là, il faudrait passer des heures, étudier le français de Rachid dans le texte, et à travers les explications de tous ces hommes de renom que je viens de vous énoncer. Il me reste donc un petit quart d'heure. Alors, on va maintenant passer à la fidélité, ce que j'appelle la fidélité de la transcription phonétique des gloses de Rachid. Pourquoi Rachid a-t-il voulu transcrire en lettres hébraïques le français? Ça peut paraître étrange, mais elle ne l'est pas pour les Juifs. Pourquoi? Parce que c'était une pratique typique de leur tradition, des Juifs, celle-là même qui est utilisée pour noter le yiddish ou judéo-allemand, ainsi que d'autres langues juives, ainsi que le judéo-arabe maghrébin, dont on possède de nombreux traits rabbiniques, juridiques et littéraires en lettres hébraïques. Donc, ce n'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. Rachid a été quand même novateur en la matière, mais ça a été suivi aussi par d'autres langues comme le yiddish, le judéo-maghrébin et le judéo-allemand. Donc, il faut rappeler que les Juifs contemporains de Rachid, quelle que fût leur génération, n'avaient pas d'autre moyen que l'écriture hébraïque pour représenter graphiquement la langue qu'ils parlaient, la langue parlée. Et cela pour une raison simple,
Ces juifs-là ne fréquentaient pas d'autre école que l'école rabbinique et n'allaient pas en particulier à l'école chrétienne, où du reste, l'enseignement était dominé par le latin. Et donc, tout indique que les gloses de Rachi sont la transcription de l'enseignement oral qui se faisait en français en son temps, de son temps. Voilà. Si vous voulez, on ne va pas rentrer dans le détail d'analyse des gloses de Rachi en français parce que ça demande d'avoir le texte sous les yeux. Et je peux vous dire, quand j'ai découvert quelques aspects de ces gloses, ça m'a donné l'eau à la bouche. Et je pense qu'après cette intervention, Bezrat Hashem, je vais essayer d'approfondir les gloses en français de Rachi. On en trouve notamment à propos des songes successifs du pharaon. Vous savez, les vaches, les vaches maigres et les vaches grasses. Là, il donne des explications en référence, des glosses françaises en référence linguistique. Ça veut dire il cite Briotte, c'est les vaches grasses, et par contre, l'autre c'est les vaches maigres, c'était, je ne sais plus le mot, je ne me rappelle plus le mot, c'était. Saine. Oui. Comment on dit en les vaches maigres, en hébreu? Saine. Il y a le mot saine en Oui. français. Oui, en français. Si ça, c'est Briotte en français, Seine. Et Rachi le cite, Seine, et il explique que finalement, il explique à la deuxième apparition du mot briotte, et on s'interroge là-dessus, pourquoi il ne le fait pas à la première apparition, parce que vous verrez dans Miketz, on cite deux fois, Pharaon rapporte deux fois, enfin, la Torah rapporte par deux fois les rêves de Pharaon, qui raconte à Yosef, bien sûr, et c'est l'illustre rabbin Eliaou Mizrahi, le Réhem, rabbin de Turquie et directeur de la célèbre Shiva de Constantinople, eh bien, qui explique que finalement, il dit comme ça, on pourrait se demander si l'adjectif saint pour briotte est applicable non seulement à un être vivant, mais aussi aux épis. Et à ce sujet, Rachi nous fait une comparaison de la même manière qu'on emploie en français le mot saint pour une végétation, un épi sain, ce que vous voulez, quelque chose qui est sain et bon à manger et sain pour la santé, eh bien, on l'emploie aussi pour d'autres choses, pour des animaux. Ça, c'est pour les. Voilà. Donc, Dakot, c'est les vaches maigres, minces. Là aussi, Rachi nous dévoile le même problème. Il dit en français mince, Dakot, c'est mince, et il glose, il donne une glose tendre ou ténue, qu'on traduit par ténue, c'est-à-dire maigre. Et là aussi, on voit que sa glose sur ces termes-là il se situe au niveau de l'acception du terme et non pas au niveau de sa définition. En tout cas, Rachi, mais la glose française de Rachi permet de mettre l'accent sur cette particularité dans les deux cas des songes de Pharaon. On voit aussi que Rachi utilise une glose française unique pour différents mots hébraïques. Par exemple, Va'aretz haïta tohu babou, et Rachi nous dit tohu babou, il glose en disant étourdissement qui veut dire étourdissement, mais qui veut dire aussi confusion, vide, le chaos, quoi. Autrement dit, la glose étourdissant en français champenois, lui sert de traduction pour 11 mots hébraïques ou araméens dans la Bible et le Talmud. C'est-à-dire ce mot étourdissement, tordison, je ne sais pas comment prononcer en champenois, je ne viens pas de Champagne. En tout cas, il apparaît plusieurs fois, autant dans le Talmud que dans la Bible. Il y a encore un autre, le marécage, la gamme. Vous savez, quand les vaches pèsent dans le marécage, Rachi dit marécage, maresque, en ancien français, qui traduit par roseau, étang, etc. Donc, on voit dans ce mot-là qu'il comporte 3 glosses différentes, porteuses de 4 acceptions, 4 sens. En conclusion, finalement, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est évident, mais en conclusion de ce petit tour d'horizon, de cette promenade à travers les glosses françaises de Rachi, à caractère exégétique,
se confirme, si besoin était, la richesse de son commentaire de chaque mot hébraïque, un constat déjà largement établi, mais aussi de chaque mot français. En conclusion, il me reste 5 minutes, c'est bien. Eh bien, on pourrait multiplier les exemples qui montrent clairement que les gloses, que l'hébreu des gloses de Rachi est imprégné du français, qui parlait comme langue quotidienne. Or, l'hébreu rabbinique européen est la base qui nourrira la littérature hébraïque après la Scala et dont se serviront largement les savants écrivains qui joueront un rôle essentiel dans la revitalisation de l'hébreu à l'époque de Ben Yehuda et Avinari, auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur Rachi. Donc on voit la part importante que le français sous une de ses formes les plus anciennes a pu ainsi prendre à travers Rachi dans la genèse de l'hébreu moderne. Et je terminerai par vous dire que le rabbi, en citant le rabbi, il dit que quand on étudie Rachi dans le texte, et surtout Chitat, Chumash, Tanya et Tehillim, c'est comme si on envoyait une flèche sur le Yetzer Hara le plus caché en nous. C'est-à-dire qu'on étudie Rachi, on le dit dans Yom Yom, c'est raconté dans Yom Yom, un livre du rabbi aussi, qui dit que Rachi, c'est aussi la découverte du vin de la Torah, des secrets, des trésors qu'il y a dans Rachi. À travers son explication littérale, on va découvrir avec notre ami, notre cher ami Rav Bitton de Vancouver, Canada, il va nous montrer comment, à travers les sikhot du rabbi, on découvre les trésors cachés, un trésor c'est caché évidemment, et à travers les commentaires du rabbi, où le vin, le sod de la Torah, eh bien, est rapporté dans Rachi par un simple commentaire littéral. Et je terminerai en vous disant que le rabbi cite aussi que la loi orale est émaillée d'araméen, de grec et de français parfois. Et le rabbi termine en disant que finalement, pourquoi Rachi, entre autres, pourquoi Rachi s'est servi du lahaz, parce qu'il a voulu faire ce qu'on appelle en terminologie chassidique un birour, une épuration, une élévation de la langue française de son époque. Et quand on se sert d'une langue, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, pour traduire la Torah Rappelez-vous que Rav Moshe Rabbeinu a traduit la Torah en 70 langues à l'époque. Je me suis toujours demandé quelles étaient ces 70 langues. Bon, c'est une question à laquelle le Rachimar me répondra peut-être, certainement. En tout cas, c'est un birour, une épuration, une élévation de la langue française que Rachi a voulu démontrer ici et a voulu nous infuser, nous donner goût et apprendre. Et espérons que ces trois interventions pousseront notre public à aller de l'avant dans l'étude de l'étude des 10 côtés sikhot du Rachi et Rachi en général. Sachez qu'il y a eu des colloques à la maison de Troyes de Rachi, sur Academ. Je peux vous citer des tas de colloques, des tas de conférences sur Rachi. Et je dois dire que notre ami Daniel Toledano se pose vraiment je dirais pas en précurseur, mais en pionnier encore une fois, de montrer au public français la valeur profonde des enseignements de Rachi à travers les enseignements, bien sûr, du rabbi sur les Likutei Sichot. Il y a eu quand même 39 Likutei Sichot où le rabbi analyse les commentaires Rachi, les dissèque, les analyse, et pour en sortir la substantifique moelle, à savoir le sod, le secret des enseignements de Rachi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à mon ami Rav Bitton Benjamin de Vancouver. Benjamin, vous êtes là? On va vous donner la parole. Merci, Rav Shabtai Cohen. C'était un plaisir de t'écouter, de nous dresser ce tableau sur les Lahaz et Rachi. Et puis voilà, donc on voit qu'on a fort à faire à étudier Rachi et à approfondir chaque mot, chaque commentaire, chaque silence, chaque je ne sais pas. Et voilà. Rav Benjamin. Je Oui. recommande d'acheter ces 2 livres qui s'appellent du rabbin Alain Veil, Quand Rachi parlait français,
un volume assez gros de 400 pages sur le Talmud. Et quand Rashi parlait français sur sur le Tanakh, je crois que le premier est épuisé. Et par contre, le Tanakh est disponible à 25 €, je crois. Vous pouvez l'avoir sur Internet. Je pourrais vous donner des renseignements là-dessus. Voilà. À toi, Benjamin. Shalom Aleichem. Alechem Shalom, Reb Shabtai, merci. Bonjour, Rav Toledo. Ça fait plaisir de te voir en direct, en live. Également. Merci pour l'invitation. Et puis, bonsoir à tout le monde. Comme on a dû sûrement en parler, le Rabbi a introduit une nouvelle approche d'apprendre Rashi à la Torah. Un derech halimud, d'une approche de l'étude de Rashi qui inclut de nombreux klalim, principes, règles qui contribuent à la kavana de Rashi, be'ikar, sur Pshuto Shel Mikra. Chacune de ces règles que le Rebbe a introduit, eh bien, soulève un autre aspect de Rashi, et aujourd'hui on va aborder l'un de ces klalim-là, l'une de ces règles, essayer de l'expliquer, de la comprendre, donner un petit exemple pour montrer comment les klalim, les règles du Rabbi, nous permettent de pouvoir découvrir en fait comment chaque petit mot, chaque détail de Rashi est important et contribue au Pshuto Shel Mikra, au sens Pashut du Pasuk, du Chumash à la Torah. Donc le klal, la règle, l'approche qu'on va aborder aujourd'hui, c'est lorsque Rashi amène le nom d'un Tana, ou le nom d'un Amora, le nom d'un Chacham, souvent, Rashi mentionne dans son pirouge, dans son explication, un tel a dit, Amar, Rabbi, etc., que ce soit Rav, que ce soit Shmuel, que ce soit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yochanan. Rashi mentionne le nom du Chacham qui a dit ce pirouche que Rashi il ramène ici sur son pirouche à la Torah. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer bien le klal, la règle, le principe du Rabbi, comment il fonctionne, le mécanisme de ce klal, et pas uniquement d'en parler, c'est-à-dire de parler au sujet du klal, mais d'essayer de goûter un petit peu comment le klal s'exprime dans un Rashi, et on va donner deux exemples de deux Rashi, dans deux contextes différents, comment le klal, après qu'on va l'expliquer, comment le klal s'exprime dans un pirouche Rashi à la Torah. Alors, déjà pour bien comprendre le klal, je voudrais introduire trois petites introductions. Premièrement, chaque détail de Rashi, chaque petit détail, chaque mot, chaque diouk est précis. Et son but est de contribuer au pirouche de Pshuto Shel Mikra, le sens le simple du verset, au niveau d'un Ben Chamesh le Mikra, d'un enfant de 5 ans qui commence à apprendre le Chumash. Par exemple, même le Dibur Amatril, c'est-à-dire les mots du pasuk que Rashi émet de sa tête au début de son pirouche, même ces mots-là et la manière comment il émet de sa tête est médouillac. Et bien sûr, le pirouche de Rashi lui-même dans tous ses détails.
Deuxième introduction. En règle générale, le pirouche de Rashi s'adresse, comme on l'a mentionné, au Ben Chamesh, à un enfant qui commence à apprendre, à partir de l'âge de 5 ans, le Chumash, la Torah, c'est-à-dire le sens le plus simple du Chumash, du Pasuk. Il faut savoir que dans le niveau de Pshat, Pshat, c'est un niveau, c'est une approche, c'est une manière de comprendre la Torah, d'interpréter la Torah, le derech hapshat, pshat, remes, drash, sod, il y a plusieurs niveaux. Dans le niveau de pshat, dans le domaine du pshat, je dirais, il y a plusieurs niveaux de pshat. Par exemple, lorsqu'on parle de Rashi, il y a Rashi à la Torah et il y a Rashi à la chasse, à la Gemara. Le pirouche de Rashi et Rashi reste pshat, mais le niveau de pshat sur le Chumash et le niveau de pshat sur la Gemara, il est différent. Rabbi explique que, puisque le Chumash, ça s'adresse à un Ben Chamesh, c'est un enfant de 5 ans qui commence à étudier la Torah, et la Gemara, c'est Ben Chamesh Esrei, un enfant de 15 ans, bien sûr, le niveau de l'élève, le niveau de l'enfant à qui Rashi s'adresse est différent. Et donc, bien qu'on ait toujours Rashi, on est toujours dans un domaine de Pshat, mais dans Pshat même, il y a des niveaux de Pshat. C'est la raison pour laquelle, des fois, il pourrait y avoir un sujet sur lequel Rashi, dans la Torah, explique d'une certaine manière, et dans la Gemara, il explique d'une autre manière. Apparemment, si c'est le même Rashi, et si c'est le même Pshat, niveau de Pshat, domaine du Pshat, comment ça se fait que Rashi choisit ici 2 pirouchim, 2 interprétations différentes? La réponse elle est puisqu'il s'adresse à 2 niveaux de Pshat, le niveau du Ben Chamesh et le niveau du Ben Chamesh Esrei. Tout ça pour dire que même dans Rashi à la Torah, il y a différents niveaux de Pshat. C'est-à-dire, bien sûr, on parle du Ben Chamesh, d'un enfant de 5 ans, mais il y a plusieurs niveaux. Et en règle générale, la majorité du pirouche Rashi et la majorité des détails de Rashi sont là et s'adressent au Ben Chamesh, le Mikra, un enfant régulier d'un niveau Memutza, d'un niveau régulier, moyenne. Mais de temps en temps, eh bien, Rashi s'adresse aussi au Talmid Memulach, c'est-à-dire un Ben Chamesh qui est d'un esprit un peu plus vif, un peu plus sharp, et que ce niveau de Pshat peut se demander d'autres questions que Rashi doit aussi soulever et répondre. Donc, certaines fois, lorsqu'on parle de Rashi à la Torah, Pshuto Shal Mikra, le Ben Chamesh, eh bien, ce n'est pas toujours le même Ben Chamesh. Il y a des fois, la majorité, bien sûr, c'est le Ben Chamesh, les Mikra en règle générale, d'un niveau Memutsa. Mais ensuite, il y a certains pirouchim, ou pas pirouchim, mais certains détails de Rashi dans son pirouche, où il s'adresse au Talmid Hamemular, c'est-à-dire le Ben Chamesh qui est un niveau un peu plus poussé, un peu plus élevé que le Talmid régulier. J'ai entendu une fois un vort, comme on dit, quelqu'un qui disait, me semble que c'est quelqu'un, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais en parlant de Talmid Hamemular, il disait que c'est qui le Talmid Memular? Il a dit que possible que le Talmid Memular de Rashi, c'est le Rabbi lui-même à l'âge de 5 ans. Ces questions d'un niveau plus élevé qu'un Talmid Memular va se demander, il est possible que le Rabbi nous partage peut-être ses propres questions à l'âge de 5 ans que Rashi aussi vient adresser
et soulever. Troisième introduction. À savoir que lorsque Rashi nous dit un pirouche, nous partage un pirouche, pas toujours, et la majorité de fois, Rashi ne mentionne pas le Baal HaMahama, c'est-à-dire le Tana ou le Amora qui est à l'origine de ce pirouche-là. Et pour une raison très simple, puisque, rappelez-vous la première introduction, chaque détail est là pour contribuer au pirouche, au pshat de Rashi, eh bien, savoir qui a dit ça, quel Tana ou quel Amora, que ce soit Rabbi Yochanan, que ce soit Abaye, que ce soit Rava, que ce soit Rav, Shmuel, etc., n'est pas nécessairement important pour le pirouche de Rashi à la Torah, pour le Pshuto Shel Mikra. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, Rashi ne mentionne pas qui est, quel Tana, quel Chacham est à l'origine du pirouche. Mais, certaines fois, il y a quand même des dizaines de fois, où Rashi mentionne, oui, le nom du Chacham, le nom du Amora, qui est à l'origine du pirouche que Rashi partage dans son pirouche. Il y a d'ailleurs, et il me semble que c'était, si je me rappelle bien, dans l'une des sikhot, le Rabbi avait demandé qu'il serait bien qu'un mafteach, un index, soit fait de tous les endroits dans Rashi à la Torah qui mentionnent le Tana du Chacham, le Tana du Tana ou du Amora. Et il me semble que c'est en réponse à cette demande du Rabbi que à la fin de Biurim les Pirouches Rashi à la Torah, c'est un sefer, un set de 5 sfarim qui inclut tous les Pirouchim en résumé du Rabbi sur Pirouche Rashi. À la fin là-bas, vous pourrez retrouver un index complet de tous les endroits où Rashi mentionne le nom du Tana ou du Amora qui est à l'origine de son pirouche. Donc, équipé avec ces 3 introductions, voici le klal, voici le principe que le Rabbi et Mechadesh, que le Rabbi a introduit à ce sujet. Si Rashi décide de mentionner le nom du Tana ou le nom du Amora, eh bien c'est forcément parce que à travers le nom, il y a une information nécessaire pour le pirouche de Rashi sur ce pasouk-là. Et cette information est là pour le Talmid Memoulach. C'est une information qui vient à travers un certain remez, qu'on va expliquer dans les minutes qui suivent, qui s'adresse au Talmid Memoulach et qui vient clarifier quelque chose dans le pirouche Rashi, où Rashi décide de mentionner le nom du Tana ou du Amora. Essayons d'expliquer ça un peu plus dans des détails. Et en règle générale, on peut dire que ce principe du Rabbi s'applique dans 2 contextes différents. Ça dépend du pirouche de Rashi. Je m'explique. Le premier contexte, c'est lorsque Rashi amène dans son pirouche une machloket, un argument entre 2 Tanaïm ou 2 Amoraïm. Et il mentionne le nom des Chachamim. Qu'est-ce que Rashi veut faire sous-entendre par le nom? Le Ta'am HaMachloket. La raison, la logique, le Yesod HaMachloket qui existe ici. Pourquoi l'un dit et a choisi ce pirouche-là et pourquoi l'autre a choisi l'autre pirouche? Et pourquoi? Eh bien parce que, c'est attaché avec un autre principe du Rabbi sur Rashi, si Rashi décide d'inclure dans son pirouche 2 interprétations du passou, qui sont les 2 opinions ici des 2 chachamim, c'est parce que forcément on en a besoin dans ce passouk-là, c'est-à-dire
En d'autres mots, que chacun des pirouchim a un avantage à quelque chose que l'autre pirouche n'a pas. Quel est ce yitaron? Quel est l'avantage dans le pasouk, dans le pshuto shel mikra, des deux opinions, des deux pirouchim? Eh bien, c'est le ta'am à machloket, c'est-à-dire la raison lorsque tu comprends pourquoi ils sont en machloket, pourquoi un tel a choisi cette opinion et un tel a choisi l'autre opinion. C'est parce que il y a une ma'ala, il y a un avantage dans chacune des deux opinions. Ce ta'am à machloket-là, qui nous permet de comprendre pourquoi Rashi a besoin de ces deux pirouchim dans le pasouk, eh bien, est merumaz dans le nom du Tana ou du Amora. Le nom est un remez au ta'am machloket de ces deux Tanaïm ou Amoraïm. Ça, c'est le premier contexte. Deuxième contexte, c'est dans un pirouche Rashi où il n'y a pas de machloket entre deux Tanaïm et Amoraïm, mais tout simplement, c'est un pirouche que Rashi ramène, un pirouche, une opinion, au nom d'un Tana ou d'un Amora. Dans ce cas-là, le nom eh bien, est là pour faire sous-entendre une réponse à une question poussée du Talmid Memoulach qui peut se poser sur ce Rashi ou sur ce Pasuk. Donc, deux contextes. Premier contexte, lorsqu'il y a deux Tanaïm ou Amoraïm, le nom est là pour faire allusion au Ta'am HaMachloket. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on veut savoir justement pourquoi Rashi a besoin dans ce pirouche des deux opinions. Deuxième contexte, il n'y a pas de Machloket, c'est un pirouche d'un Chacham. Mais là, le nom est là pour faire allusion à une question que le Talmid Memoulach peut se demander. Et en entendant, en rajoutant le nom, eh bien, Rashi nous fait sous-entendre la réponse à la question. Comment ça marche? Essayons maintenant d'aborder quel est en fait donc le mécanisme du nom. Je veux dire, un nom, c'est un nom. Rabbi Yochanan a dit comment le nom, en fait, sert à Rashi comme remez pour faire allusion au Ta'am HaMachloket ou à une réponse quelconque que Rashi essaye de mentionner ici au Talmid Memoulach à travers le nom. En fait, ce que je demande, c'est comment ça fonctionne le shem du Baal HaMa'amar en tant que remez pour quelconque svara ou réponse qu'on déduit du nom. Alors, dans les sikhas du Rabbi, il y a, si on peut essayer d'être metamtset, en règle générale, il y a deux manières comment cela fonctionne. La première, qui est peut-être la plus courante, c'est le leshitate du Tana ou du Amora. C'est-à-dire, à savoir que les Tanaïm et les Amoraïm, à part bien sûr de tous les dinim ou de tous les ma'amarim qui nous ont enseigné dans la Mishnah et la Gemara, ils avaient une shita mesuyemet, ils avaient une certaine approche dans la Torah, une certaine manière de réfléchir, ce qu'on appelle un leshitato. Lorsque Rashi mentionne le nom du Tana ou du Amora, ou des Tanaïm et Amoraïm, il veut faire par là allusion. Je te parle de Rabbi Yochanan, je te parle de Rav et Shmuel, je te parle de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, je te parle d'un tel et un tel, c'est-à-dire, je fais allusion à leur shita, je fais allusion à qui est Rav, qui est Shmuel. Nous savons très bien la shita de Rav, la shita de Shmuel. Et donc, maintenant que je te fais allusion à sa shita, à Rav, à Shmuel, à un tel, à Saltana, à Samora,
tu comprends que je suis là pour te faire allusion que ce qu'il dit maintenant dans son pirouche est à la base de sa shita klalit, de son léchitate dans toute la Torah. Pour illustrer ça, je veux dire, en des mots un peu plus simples, des fois, certaines personnes disent certaines choses, et lorsqu'on connaît la personne, lorsqu'on connaît la personnalité de la personne, ou les havdil, ses opinions politiques, ou quel que soit le contexte, des fois on peut comprendre, oui, puisque c'est telle personne qui dit ça, eh bien, forcément, ce qu'il a dit en vérité, c'était en rapport, c'était un résultat de sa shita en général, de sa manière, de son opinion et sa manière de réfléchir. Derrière, bien sûr, les havdil, lorsqu'on parle dans la Torah et on dit Rav, il dit ça, Shmuel dit ça, ce que Rashi veut faire allusion par cela, c'est que ce qu'il dit, c'est en rapport avec Rav, avec Shmuel, avec sa shita qu'on connaît dans toute la Torah. Bien sûr, on a besoin du Rabbi pour nous révéler quelle est la shita du Tana et du Amora. Et lorsqu'on connaît maintenant sa shita, on reprend le Rashi, on voit en vérité comment le pirouche intel est en fait attaché avec la shita du Tana, et donc on comprend le ta'am de ce qu'il dit, le ta'am marloket, etc. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, un peu différente, c'est que le nom, c'est-à-dire la mashmaout du nom, la traduction du nom, le pirouche du nom, fait allusion à une idée qui est là, dans ce Rashi, qui va nous permettre de soulever une question, de répondre à une question ou de rajouter un détail. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement le nom qui fait allusion à la shita, le shita klalit, la shita klalit du Chacham, mais plutôt que le pirouche, le pirouche du nom, la traduction du nom, eh bien, fait allusion à une certaine idée qui va répondre à la question que le Talmid Memoular peut avoir dans ce Rashi. Alors, il nous reste juste un peu moins que 10 minutes. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est, comme je vous l'ai dit, pas uniquement parler du klal, parler de l'approche de Rashi, ou dans ce cas-là, l'approche de cette règle-là de Rashi avec le Baal Shem HaMahamar, Shem Omro, mais aussi d'essayer de goûter un exemple, de voir dans un Rashi comment ce klal-là, comment ce principe-là s'exprime. Et j'ai choisi 2 exemples. Chacun des exemples exprime un autre aspect qu'on a mentionné, c'est-à-dire que le premier exemple, eh bien, exprime plutôt la première manière qu'on a mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire le ta'am ha-machloket, qui est meroumaz dans les noms des Tanaïm et des Amoraïm, et qui est là pour justement nous expliquer quel est l'avantage de chacun des 2 pirouchim que Rashi a choisi d'inclure dans son pirouche. Ça va être le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est dans un contexte où il n'y a pas de marloquette, tout simplement c'est un pirouche, que Rashi décide de nous rajouter le nom du Tana ou du Amora qui est à l'origine de ce pirouche, pour soulever une question, pour répondre à une question au Talmid Memoular. Aussi, dans le premier exemple, on va voir comment Rabbi utilise ce qu'on a mentionné tout à l'heure, l'échitate, la chita générale du Chacham. Et dans le deuxième exemple, on va voir comment le Rabbi applique le pirouche de la mashmaout du nom du Chacham, comment la traduction, la mashmaout, le meaning du nom, eh bien, fait allusion à une idée qui nous permet de répondre à une question au Talmid Memoular. Premier exemple. Il y a plusieurs Rashi à la Torah où Rashi mentionne un pirouche au nom de Rav et Shmuel, qui étaient 2 Amoraïm.
Donc, c'est-à-dire que Rashi inclut les deux pirushim, les deux interprétations du pasuk, soit de Rav et soit de Shmuel. Déjà, il inclut les deux pirushim dans son pirouche, mais pas seulement ça, il rajoute le nom. Il dit Rav dit ça et ça, Shmuel dit ça et ça. Il y a plusieurs pirouches Rashi comme ça, spécifiquement sur Rav et Shmuel. Et l'un d'eux, c'est dans Parashat Vayera. L'histoire de Avraham Avinu, Vayita, Eshel, Biv El Shava. Avraham Avinu a planté un Eshel à Be'er Shava, Vayikra, Sham Beshem Havay Kalolam, et à travers cette échelle, eh bien, il l'utilisait pour être mefarsem, pour publier, pour être mefarsem, Dieu à travers le monde. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'est cette échelle-là et comment Avraham Avinu il était mefarsem et le coup de Baolam à travers le échelle. Rashi dit deux pirushim, Rav et Shmuel. Rav nous dit que c'était un pardes, c'est-à-dire un jardin. Un jardin, il y avait des arbres fruitiers et perot, les fruits étaient utilisés pour les donner aux orchim, les seouda. Shmuel Amar, pundak le arsania. C'est plutôt une auberge, comme un restaurant qui avait toutes sortes de ma'achal, pas uniquement des fruits. Et à travers cela, bien sûr, c'était pour les orchim, pour la seouda. Et donc, à travers ou que ce soit les pérotes, d'après Rav, ou que ce soit cette auberge, d'après Shmuel, eh bien, Rashi était mefarsem le kutub olam, les invités venaient, il leur disait manger, si après manger, il leur disait de prier, de remercier Dieu, faire birkat Amazon, faire la bracha acharona, et puis s'il le faisait, bien sûr, il était mefarsem Hachem, sinon, il leur disait, bien, il faut payer. Et ainsi de suite, grâce à ça, il arrivait à être mefarsem et le kut ba'olam. Rabbi explique pourquoi Rashi nous amène Rav et Shmuel, le nom. Eh bien, c'est pour faire allusion au ta'am ha-machloket, à la raison de la machloket, la logique derrière Rav et Shmuel. Pourquoi Rav a choisi ce pirouche et Shmuel a choisi l'autre pirouche. C'est-à-dire, dans un pasouk, il y a deux éléments. Il y a les mots, la traduction des mots, littérale, et il y a ensuite le contexte, le pirouche, la mashmaout du pasouk. L'information que le pasouk nous partage. Bien sûr, dans un cas idéal, si on peut traduire les mots de manière parfaite, et si on peut avoir la mashmaout, c'est-à-dire l'explication du contexte du pasouk de manière parfaite également, eh bien, c'est l'idéal. Mais des fois, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, on peut ou traduire le mot medouyak de manière parfaite, mais là, la mashmaout du contexte du pasouk ne sera pas aussi, comme on dit en yiddish, glat, chalak, smooth. Il va falloir être dochek un petit peu, dire bon, comme ça il faut expliquer le contexte, bien que ce n'est pas logique à 100%. Ou j'explique le pasuk d'une manière que le contexte est logique à 100% de manière parfaite, mais là il va falloir que la traduction du mot, elle va être un peu bedochak, elle ne va pas être littérale, mamash, comme en général on traduit le mot, mais il va falloir lui donner une mashmaout qui est au sens, pas au sens littéral, mais un autre sens qui peut rentrer dans les mots, mais qui n'est pas mamash chalak. Alors qu'est-ce qu'on fait? Machloket Rav et Shmuel, c'est-à-dire l'échitate dans toute la Torah. Rav préférait que la traduction des mots soit d'abord bien expliquée de manière parfaite, même si c'est à être dorek dans la mashmaout du contexte du pasuk. Shmuel, de l'autre côté, préférait d'abord expliquer la mashmaout du pasuk
qu'elle soit comprise, qu'elle soit logique, qu'elle soit de manière la plus parfaite possible. Et après, secondaire, ça va être la traduction des mots. Et si des fois il va falloir traduire les mots pas vraiment médouillac, eh bien, so be it. Alors, Rabbi dit, c'est la marcoquette dans notre pasuk. Vayita échelle bivacha. Il a planté un échelle. C'est quoi? Il a planté. Ben, si on traduit les mots médouillac, c'est un arbre. Rav dit, échelle, c'est un jardin d'arbres fruitiers. Pour les fruits, pour les ochim. Shmuel dit, attends, Vayik Racham Beshem Avayek Alolam, à travers quoi? Les ochim, il leur donnait à manger, etc. C'est plus logique de dire qu'il n'y avait pas que des fruits, qu'il n'y avait pas uniquement un snack, il y avait toute une seouda. C'est un auberge. Qu'est-ce que tu vas faire avec le mot Vayita? Ah, Umatsinu Lachon Etia Be'ohalim. On retrouve qu'on peut, sur un ohel, qui est une tente, de la manière comment on l'a construit, comment on l'a... Eh bien, on peut retrouver dans le pasuk que le lachon, on l'a planté. Vayita s'applique aussi à un ohel, bien que ce n'est pas aussi médouillac que Rav, qui est planté, kipshuto, planté un arbre. Donc, Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle Rashi nous a mis le nom de Rav et de Shmuel, pour faire allusion justement au Tam HaMachloket et nous dire, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai amené les deux pirushim, soit de Rav et soit de Shmuel, parce qu'il y a une mala dans les deux. Lorsque tu traduis un pasouk, eh bien, lorsque tu expliques un pasouk, il y a la traduction des mots et il y a la mashmaout du tochen, du contexte. Donc là, c'est ou l'un ou l'autre, mais puisque Rashi préfère qu'on ait dans le pasouk toutes les mahalotes possibles, eh bien, il choisit d'inclure soit le pirouche de Rav, Vayita maintenant c'est Medouyak, soit le pirouche de Shmuel, parce que ça mahala est que le contexte du pasouk va être encore plus Medouyak. Et finalement, le deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est dans un contexte d'un pirouche au nom d'un chacham, il n'y a pas de marloquette. Et là, on va voir comment ce n'est pas nécessairement la shita klalit dans la Torah, dans le chas de ce chacham, mais plutôt la mashmaout du nom du chacham. C'est dans Parashat Trouma, au sujet des Hatzei Shittim. Ils étaient utilisés pour construire le Mishkan. Rashi demande d'où est-ce qu'ils avaient ces Hatzei Shittim dans le désert. Et Rashi répond, Piresh Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma explique dans le Midrash qu'à l'époque déjà, Yaakov, depuis plus de 200 ans, lorsque Yaakov est descendu en Mitzrayim, il a amené avec lui Arazim en Égypte et il les a plantés là-bas, justement pourquoi que Tzipa Beruach HaKodesh, Yaakov avait vu déjà que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, ils vont aller dans le désert, ils vont construire le Mishkan, ils vont avoir besoin de bois, de Hatzei Shittim, donc il a déjà amené avec lui en Mitzrayim des Arazim et il les a plantés, etc. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Rabbi demande sur le Rashi, apparemment, il y a d'autres pirouchim, tu n'es pas obligé d'arriver à un midrash. On sait que Rashi amène le midrash uniquement si c'est nécessaire au pshat, mais là, il y a des pirouchim beaucoup plus simples a priori, comme par exemple, il y avait des marchands dans le désert duquel tu pouvais acheter des bois de Hatzei Shittim. Il y a un autre pirouche qui dit qu'il y avait carrément une forêt de Hatzei Shittim à côté de Har Sinai. Donc pourquoi Rashi cherche un midrash, Agada, qui est que 200 ans auparavant, Yaakov a amené, il les a plantés, ils ont sorti avec eux. Pourquoi ce pirouche-là, en quoi il est mieux que les autres pirouches? Et Rabbi explique parce que dans le Pasuk, dans Trouma, qui s'adresse au Mishkan, c'est marqué là-bas que les donations, les dons qui ont été donnés, qui ont été contribués par le peuple juif au Mishkan, Tikachu veyikruli truma, c'est-à-dire qu'il ne manquait rien du tout, tout était prêt, la seule chose qui manquait, c'était que le gizbar du Mishkan, c'est-à-dire ceux qui collectaient
les troumotes, les contributions du peuple juif, eh bien, ils avaient uniquement à les accepter. C'est-à-dire, en fait, tout était là dans la main des Juifs, ils étaient tout prêts à donner, et il manquait uniquement que le Gizbar accepte la Trouma. Donc, c'est la raison pour laquelle le Rabbi Rashi a choisi ce pirouche-là. Les autres pirouches, eh bien, il y a besoin de hachana, il y a besoin d'aller acheter, il y a besoin d'aller couper, etc. Alors que le pirouche de Rachid, de Yaakov, ils les ont amenés avec eux de Mitzrayim, etc. Ils avaient les Hatzeshitim, ils étaient tout prêts, il n'y avait rien besoin de faire, uniquement la kicha du Gizbar, donc c'est plus matim au pshat du pasouk des mots là-bas dans Parashat Trouma. La question que le Rabbi demande, et là c'est, si vous voulez, la question du Talmid Memoular qui va se demander, ok, fine, je comprends que dans le contexte de Trouma, il y a un avantage dans le pirouche que Rashi amène, mais à la base, pourquoi Yaakov Avinu, lui, il a planté, il a amené avec lui déjà 200 ans auparavant, parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, le Mishkan, il a amené avec lui des Harazim, d'Eret Israël à Mitzrayim, et ensuite il les a plantés, Tziva les Banav, qui vont. Pourquoi tout ça? Yaakov, il aurait pu dire, dans le Midbar, après un pirouche, il y avait une forêt là-bas, après un autre pirouche, il y aura des marchands, c'est pas quelque chose qui est impossible à. Donc, le Rabbi dit, Rashi vient répondre à cette question, Piresh Rabbi Tanchuma. Tanchuma milashon Tanchumin. Consolation. Nechama. Menachem. C'est-à-dire, Rashi fait allusion ici au fait que, pourquoi Yaakov a fait ça? Lorsque les Bnei Israël, ils vont être en Mitzrayim, ils vont être à Vadim, ils vont être là-bas en pleine galoute et en pleine souffrance. Yaakov, il voulait que les Juifs ont une nechama pendant cette période de galoute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planifié tout ça. Il savait très bien qu'on pourrait trouver des Hatzeshitim dans le Midbar, mais il a amené avec lui des Hatzeshitim, il leur a dit, je veux que vous preniez ces Hatzeshitim-là lorsque vous allez sortir, parce que il y aura un Mishkan, etc. Pourquoi? Chaque jour, chaque matin, chaque soir, que les Bnei Israël, ils travaillaient, c'était difficile, et ils se demandaient, Ad Mosai. Et ils regardaient les Hatzeshitim. Les Hatzeshitim, ils étaient avec eux en storage là-bas à Mitzrayim. Ils disaient, la névoie de Yaakov Avinu. Yesh Tikva, Yesh Nechama, Yesh Geoula. Piresh Rabbi Tanchuma, Milashon Tanchumin. Avec ça, Rashi vient faire allusion au pirouche du mot pour nous dire c'était pour Tanchumin, c'était pour Nechama que Yaakov a décidé d'amener avec lui les Hatzeshitim, de les planter, de leur demander de les amener avec eux de Mitzrayim jusqu'au Mishkan pour que lorsqu'ils sont dans une période de galoute, ils vont chaque jour, chaque matin, chaque soir se rappeler qu'il y a bientôt la Géoula, bientôt on va sortir d'Égypte, bientôt on va sortir de cet esclavage, bientôt on va arriver à Matan Torah, on va arriver à Sinai, on va arriver à construire le Mishkan. Et donc juste pour conclure, pour terminer, ce soir, moi je suis ici au Canada, c'est encore dans la journée, mais chez vous en France, c'est déjà donc Rosh Chodesh Menachem Av. Menachem Av Milashon Tanchumin, comme Rabbi Tanchuma. Eh bien, les mots du Rabbi, Piresh Rabbi Tanchuma, que ce soit Nachamu Nachamu Ami, comme le Rabbi termine justement dans la Sikha là-bas de Rabbi Tanchuma, que la Nechama Shlema, la vraie consolation, la consolation complète et parfaite, c'est la Goula Shlema et de pouvoir construire le Beit Hamikdash Ashlishi et d'être ce Tisha B'Av et déjà avant à Yerushalayim avec Moshiach Tzidkenu, avec bien sûr Rashi, avec le Rabbi, avec tous les tzadikim. Merci beaucoup, Rav Binyamin Bitton, pour cette magnifique intervention. Je demande au public s'il y a des questions, voilà, pour les uns ou pour les autres, adressées au
aux différents intervenants. Sinon, en attendant que les questions arrivent, je voudrais dédier donc cet événement, les Louis Nishmat Chaim Yaakov Ben Rachel. Et puis, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On a des messages qui arrivent? Non, apparemment. Alors, Rav Binyamin, si je peux dire quelque chose en écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, ça a fait tilt dans mon esprit quand vous avez parlé de cette proposition, de cette suggestion du Rabbi pour pouvoir établir cette liste des auteurs qui sont cités dans le Chumash de la Torah. Effectivement, c'est explicité dans le Biurim, la compilation sur les commentaires du Rabbi des éditions Chaos. Et puis, dans mon livre, j'ai rebondi sur cette proposition pour reformuler la nomenclature à partir des auteurs. Donc voilà, j'ai 2 pages dans mon livre pour ceux qui l'ont, c'est à la page 66, page 67, une très longue note qui m'a pris énormément de temps pour savoir exactement la fréquence pour chaque auteur. Et donc, ce qui m'a permis de savoir que finalement, pour Rav et Shmuel, ils sont cités 3 fois dans le commentaire de la Torah. Alors, j'ai pas de mérite, hein, je suis parti à partir de la nomenclature qui était déjà faite dans Biurim. Je l'ai retravaillé. Et puis, le Rabbi lui-même, il dit que de faire cette liste, c'est pas quelque chose de compliqué. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'inaccessible, qu'il suffit de prendre Chumash Rashi et puis de s'amuser à répertorier. Et alors, pour Rabbi Tanhuma, il est cité 6 fois dans le commentaire de Rashi. Et juste, je finis avec cette note intéressante, c'est que l'auteur le plus cité dans le commentaire de Rashi, c'est Rabbi Akiva, il est cité 15 fois. Voilà, donc Wow. voilà pour juste compléter ce qui était dit. Et voilà, vous avez trouvé un écho très fort chez moi par rapport à ça, parce que voilà, tout ce que vous avez dit est tout à fait intéressant et très clair. Je vois du coup s'il y a des questions qui arrivent. Alors, Rabbi Binyamin, vous avez aussi la main sur le Zoom. Rab Shabtai aussi. Je pense que a priori, il n'y a pas de questions. J'en profite donc pour dire Rav, que... Rav Ah, Toledano, juste. oui, bien sûr. Déjà, premièrement, Chazak pour votre remarque et pour cette, comment dire, cette compilation que vous avez faite et ce détail euh, intéressant. Juste une petite erreur technique pour les participants, parce que aussi j'utilise Zoom des fois. C'est possible. Est-ce qu'ils arrivent à se unmuter? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas s'il y a la technique qui est avec nous. Euh, L'organisation a dû nous quitter à un moment, mais il est possible qu'il y ait. C'était une des personnes, mais je ne sais pas du coup si on peut peut-être écrire les questions. On a vu tout à l'heure une Voilà. remarque Voilà. de la Au part cas où de. vous ne pouvez pas vous unmuter, essayez d'écrire les questions exactes. Ben, oui, donc en attendant, je voulais profiter pour dire que ces interventions, elles seront comme les précédentes sur YouTube. Donc, vous pourrez les revoir. Je dis comme les précédentes, puisque comme depuis maintenant la 915e Iloula de Rachi, on organise avec Menorah Live ces événements d'année en année. Et on a au fil de l'eau beaucoup d'intervenants donc, du coup, qui ont été enregistrés. Donc, bien sûr, vos interventions de ce soir, mais les interventions de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, vous pouvez consulter sur YouTube. Vous avez à ce jour au moins une quinzaine d'intervenants divers et variés. Et puis, bon, vous tapez Rachi sur YouTube. Peut-être rajouter mon nom et moi, je les ai répertoriés dans une playlist. Mais vous pouvez aussi les voir sur Menorah Live. Et donc, vous aurez donc la possibilité
de les visionner. C'est très intéressant. Voilà. Au fil des années, on arrive avec un trésor d'intervention de la part de beaucoup d'émissaires du Rabbi, beaucoup de spécialistes sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à les consulter, à les regarder et à les visionner et à les diffuser. Alors, voilà, donc voilà. Ah ben voilà, il y a une question qui arrive. Est-ce que Rashi a commencé son commentaire par la Torah, puis la Mishnah, ou bien a-t-il tout commenté sans ordre précis de travail? Alors, Rabbi Binyamin, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Ou Rabbi Shabtai? Ou je Est-ce que peux dire Rashi a aussi commencé quelque tout chose? commenter la Torah, puis la Mishnah, ou bien a-t-il tout commenté sans ordre précis de travail? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de répondre à la question de manière précise parce qu'on n'a pas énormément d'éléments biographiques sur le sujet. Euh, on dit que le commentaire de Rashi sur la Torah, sur le Talmud, a été refait à 3 reprises par Rashi. Donc, c'est un travail qu'il a commencé dans les bancs des académies de Worms et de Mayence auprès de ses maîtres. C'est le fameux Pirouche Contraste qui était déjà une reprise des notes qui étaient enseignées par ses maîtres, qui eux-mêmes l'avaient écouté de Rabbeinu Gershom. On sait que il n'y a pas très longtemps, le commentaire de Rabbeinu Gershom a été publié et on voit qu'il est précurseur du travail de Rashi. Et celui du commentaire de la Torah, quand a-t-il été commenté? Je n'ai pas d'éléments précis pour ma part là-dessus. On a parlé en début de soirée de la précaution qu'a eu Rashi, qui est rapportée par Maran Rida notamment et qui est rapportée par le Rabbi, d'avoir, avant de commencer l'œuvre sur la Torah, d'avoir réalisé 613 jeûnes. Quand est-ce a-t-il réalisé tout cela? Est-ce qu'il l'a fait parallèlement à son commentaire sur le Talmud? C'est difficile de répondre. Moi, je n'ai pas vu précisément de chronologie sur le travail du commentaire de la Torah ou du commentaire de la Guémara, mais il semble que le commentaire de la Guémara a commencé vraiment très tôt dans les bancs des différents yeshivot, comme je le disais tout à l'heure, à Worms et à Mayence. Je ne sais pas si ça peut répondre ou ça peut vous donner des éléments de réponse à la question. Bon, voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Vous voulez compléter quelque chose, Rabbi Binyamin ou Rabbi Shabtai, là-dessus? Non, comme vous avez dit, on l'avait bien répondu. De l'autre côté, Alors, je vous sais. savez que le pirouge de Rashi sur le Talmud, il s'appelle le Kuntras. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Balei Atosot le nomment. Et vous savez que le pirouche de Rashi sur la Torah a aussi un nom. Il s'appelle le Nimouké Rashi. Voilà, c'est peut-être pas très connu, mais aujourd'hui on appelle ça Chumash Rashi directement, de manière très simple. Mais bon, voilà, il y a un endroit à une époque où on appelait ça Nimouké Rashi. Ça veut dire les trésors de Rashi. Oui, pardon, Rabbi Shabtai, j'ai cru vous entendre votre voix. Non, c'est mon téléphone qui sonne, Ah, donc d'accord. notification. D'accord. Je le mets en sourd. En sourdine. Alors, cher public, chère assistance, d'autres questions sur l'Ela Rashi, sur la méthode du Rabbi, sur Rashi, sur la Iloula? Bon, après, les sujets sont nombreux. Moi, j'ai l'impression que moi, j'ai Bon, l'impression que oui. Benjamin et Daniel, Chazak ou Baro, hein. Très bien. Ben, merci à toi aussi, hein. Euh, voilà, donc le but de cette soirée, c'est de se renforcer dans l'étude de Rachi.
l'étude de Rachi, qui est sans doute un travail de raffinement de tout le pays de la France, de Tzorfat, dont la valeur numérique est bien connue, 770, qui est complètement liée au travail d'aboutissement de l'œuvre messianique. Voilà, donc le temps de vous remercier à tous, à la fois les intervenants, et je sais que ce n'était pas forcément facile pour les uns ou pour les autres, mais finalement, on y est arrivé. Et merci pour vous, cher public, chère assistance. Et puis, merci à Menorah Live. Et on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres interventions, si Dieu veut, dans le cadre de Menorah Live. Voilà. Call tout alors. Et merci encore. Reb Daniel, et plaisir de te rencontrer en alors, personne. Avec plaisir. Je serais ravi, si tu viens à Paris, de te rencontrer. Je pense que Shabtai fera le lien entre nous pour qu'on se voit. Donc, n'hésite pas à te manifester dès que tu es à Paris. Je ne sais pas moi si j'aurai l'occasion d'aller à Vancouver. Mais voilà, donc si tu es à Paris, vraiment, n'hésite pas. Je serais vraiment très heureux de te voir, pas juste en Zoom. Avec plaisir, merci, si Dieu veut. Voilà. Et alors, Reb Shabtai, des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, voilà. Si Dieu veut. Merci à tous, réussissez bien dans tous les domaines. Et voilà, Kol Tov, Hatzlacha et Chodesh Tov ou Mevorach. Alors pour nous, à Paris, c'est déjà le Chodesh Av. Nous entamons déjà le début du mois de Av et Menachem Av. Que Dieu fasse que très rapidement, nous puissions tous se retrouver à Jérusalem avec notre juste Mashiach. On n'aura pas besoin de se voir à Paris, du coup, Rabbi Binyamin, on se verra tous à Jérusalem en train de célébrer les festivités de la venue de notre juste Mashiach. Amen, amen. Avec l'ensemble du public. Voilà. Amen. Kol Tov. Kol Tov à tout le monde. Merci. Kol Tov.